J. Radio J. Le 10-11. Lise Goodman. Radio J. La revue des revues. Lise Goodman. David Reinhardt, bonjour. Bonjour Lise Gutmann. Alors aujourd'hui nous allons parler naissance de l'État d'Israël et c'est si important avec le Figaro Histoire 1948, naissance d'une nation. Vous allez nous parler de ce numéro spécial dédié à la création. Donc en 1948, ce numéro, je le montre à l'antenne, voilà. Ce numéro traite-t-il de la naissance du mouvement sioniste également au milieu du 19e siècle, David? Oui, Lise Gutmann, en effet, c'est au milieu du 19e siècle que naît le mouvement sioniste. Georges Bensoussan écrit dans un beau texte dans la revue, le Figaro Histoire, un beau texte intitulé « Une si longue absence », que pour la majorité de nos contemporains, le sionisme s'apparente à la quête d'un refuge pour les juifs persécutés, en particulier depuis les pogroms russes de 1881-1884, et la poussée d'un antisémitisme racial en Europe. Or, si le sionisme n'avait été qu'une réaction à l'antisémitisme, on devrait s'interroger à bon escient ou à bon droit sur une naissance aussi tardive quand, depuis la fin du XIe siècle, l'histoire juive en Occident se montre pour eux si prodigue en malheur. Loin donc d'être une donnée permanente de l'histoire juive, le sionisme est historiquement daté. Il prend racine au milieu du XIXe siècle, concomitamment, nous montre Georges Bensoussan, en Europe orientale et en Palestine. Georges Bensoussan montre dans la revue que le mouvement sioniste s'appuie tant sur la tradition juive que sur un mouvement de sécularisation du judaïsme. Oui, de fait, écrit Georges Bensoussan, le nationalisme juif naissant sera étroitement lié à une terre où la liturgie juive s'enracine. Et ici, d'ailleurs, un passage d'Ézéchiel dans lequel il est écrit que « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. » Mais le processus de sécularisation au XIXe siècle n'a-t-il pas justement, David Reinhardt, imposé de redéfinir le fait juif ? Alors, l'éloignement vis-à-vis du judaïsme traditionnel a imposé en effet de redéfinir le fait juif pour ceux qui, comme l'écrit Ahat Aharam, l'un des pères du sionisme russe, ne peuvent pas ne pas être les fils de leur père. Il oblige cet éloignement à une redéfinition sécularisée de l'identité juive qui passe par la culture, la langue, l'hébreu, et in fine la nation, en réponse à une crise du judaïsme marquée par le recul de la foi et par les progrès de l'assimilation. Alors, la Palestine a-t-elle, au XIXe siècle, une quelconque existence administrative ? Non, aucune. C'est une province ottomane que rien ne distingue de la Syrie, laquelle englobe les États ou territoires actuels de Syrie, du Liban, d'Israël, de Palestine et de Jordanie. Le mot Palestine avait été inventé au 5e siècle avant Jésus-Christ par Hérodote pour désigner la région occupée par les Philistins, un peuple vaincu par les Hébreux durant l'Antiquité. Pour les Juifs, cette terre demeurera jusqu'en 1948 Eretz Israël. Voilà. Georges Bensoussan nous rappelle dans la revue qu'après la répression de la dernière grande révolte juive menée par Bar Korba au IIe siècle, l'empereur romain Hadrien, dans le but de déjudaïser la province, va débaptiser le royaume de Judée pour le renommer Palestine et il va faire interdiction aux Juifs de résider à Jérusalem qui sera rebaptisée Aelia Capitolina. Mais pour les Juifs, en effet, cette terre demeurera jusqu'en 1948 Eretz Israël et seul l'Occident, si vous voulez, parlera de Palestine avant d'inventer le concept de Terre Sainte. Donc il existera toujours un lien existentiel entre le peuple juif et cette terre. C'est important de le rappeler. Le droit historique des Juifs paraîtra pourtant irrecevable à la partie arabe. Oui, et en dépit, rappelle Georges Bensoussan dans la revue, de sourates du Coran souvent citées, voilà. Mais la partie sioniste
met en avant un slogan familier dans l'Europe révolutionnaire de ce temps, « La terre appartient à celui qui la travaille », en ajoutant que les Juifs n'ont pas la moindre terre où exercer leur souveraineté politique et appartiennent au camp des déshérités. Alors, le sionisme s'inscrit ainsi dans la volonté d'un partage plus équitable des richesses ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même, nous dit l'auteur du texte dans la revue, quelqu'un d'essence à disputer des miettes à celui qui n'a rien quand on dispose soi-même du Maroc à l'Irak de plus de 4 millions de kilomètres carrés. Et c'est cette position que David Ben Gurion défendra en 1947 devant la Commission spéciale des Nations Unies pour la Palestine. Je cite Ben Gurion, « La conscience de l'humanité doit bien peser ceci. Où est la balance de la justice ? Où est le plus grand besoin ? Où est le plus grand péril ? Où est le moindre mal ? Et où est la moindre injustice ?» Le foyer national juif en Palestine apparaît alors comme un mouvement de décolonisation. Oui, exactement, un mouvement de décolonisation singulier vis-à-vis d'une condition juive aliénée. Et in situ, en Palestine et Eretz Israël, en lutte contre la tutelle turque et plus encore contre la soumission à l'islam arabe. Et depuis 1967, ces réalités historiques ont été en grande partie recouverte par l'actualité du conflit. On trouve dans ce numéro un très beau portrait de Ben Gurion qui consacra sa vie à la réalisation du projet sioniste. Oui, dans un texte qui est intitulé Ben Gurion, le prophète armé, Michel Abitbol nous rappelle que contrairement à Jabotinsky, que Ben Gurion détestait, il était, Ben Gurion, donc, tout sauf un rêveur détaché de la réalité. C'était un utopiste réaliste, comme d'ailleurs il se définissait lui-même, qui estimait qu'il fallait aspirer au maximum à toute la Terre Sainte, par exemple, mais au moment crucial, comme en 1937, comme en 1947, se satisfaire du meilleur possible, à savoir d'une partie seulement du territoire, pour y établir un État juif. Ben Gurion a toujours pensé que la création d'un État juif était la seule solution valable à la précarité de la condition juive dans le monde. La suite est connue. Le vendredi 14 mai 1948, à 16h, Ben Gurion proclama au musée de Tel Aviv l'indépendance de l'État d'Israël. Oui, et il écrit dans son journal « Dans le pays, immense joie, et à nouveau, je suis comme un endeuillé parmi une foule en liesse, comme je l'étais le 29 novembre. » Et dès le 15 mai, Israël fut attaqué de tous côtés par les armées arabes et se trouva vite dans une situation périlleuse. De victoire en victoire, Israël eut finalement raison de ses ennemis, qui, à l'exception de l'Irak, acceptèrent de signer entre janvier et juillet 1949 des accords d'armistice avec l'État hébreu. Donc il y eut des réfugiés côté palestinien, mais Ben Gurion ne cessa de soutenir que l'armée juive ne portait aucune responsabilité dans la question de réfugiés palestiniens, qui fut le fait des dirigeants arabes eux-mêmes qui leur avaient fait croire qu'ils pourraient regagner leur logis une fois les troupes juives décimées et une fois les Juifs jetés à la mer. Oui, je rappelle que tout cela provient du Figaro Histoire, un numéro spécial sur la création de l'État d'Israël. Alors pourquoi la proclamation de l'État hébreu déclenche-t-elle la guerre israélo-arabe, David ? Eh bien, c'est justement une question que pose Charles Zorgib dans la revue, dans un texte qui s'appelle « Naissance d'une nation ». Le vote du 29 novembre 1947 de l'Assemblée générale de l'ONU, qui propose de diviser la Palestine en deux États, c'est-à-dire l'un juif et l'autre arabe, avec Jérusalem sous contrôle international, suscite la joie dans la population juive de Palestine et la colère dans le monde arabe. Et le déchaînement des foules arabes à Damas, à Jérusalem, à Jaffa, à Haïfa, où des cortèges se forment à la sortie de la prière du vendredi. Les émeutiers s'attaquent aux magasins juifs. Au Caire, la guerre sainte, le djihad, est proclamée par les oulémas de l'université d'Al-Azhar. Le 12 décembre, la Ligue arabe se réunit. Elle déclare la solution de l'ONU sur le partage nul et non avenu. Son secrétaire général, Azam Pacha, affirme, je cite, sa certitude de la victoire arabe. Il s'agit d'un véritable conseil de guerre. Le sort des armes, in fine, semble pencher en faveur des organisations sionistes.
Et 11 minutes après la proclamation officielle, les États-Unis reconnaissent de facto le nouvel État, rapidement suivi par l'Union soviétique. Et le jour même, les armées régulières des États arabes se mettent en mouvement vers le nouvel État. Et dès la proclamation de son indépendance en 1948, Israël fut combattu par les États arabes voisins. La revue envisage-t-elle les autres conflits majeurs ? Oui. Dans un texte intitulé L'état de guerre, David El-Kaïm traite non seulement de la première guerre israélo-arabe en 48-49, mais aussi de la guerre des 6 jours en 67 et de la guerre de Kippour en 73. La 4e guerre depuis la création d'Israël marquera l'entrée dans un nouveau type de conflit, devenue la première puissance militaire du Proche-Orient grâce à l'aide américaine, à la qualité de ses soldats et à son industrie de défense. Tsahal n'aura plus de combat à mener contre des armées régulières pour défendre son territoire, mais devra affronter des groupes infra-étatiques et terroristes comme l'OLP, le Hamas ou le Hezbollah, dans le cadre de conflits asymétriques. Alors Georges Bensoussan rappelle dans ce numéro que tous les peuples ont les mêmes droits et leurs revendications sont toutes également légitimes, mais que les enjeux sont inégaux. Oui. Et il cite la déclaration du grand rabbin de Palestine, Yitzhak Herzog, le 26 mars 1946 devant le comité d'enquête anglo-américain. Monsieur, la reconnaissance de notre droit à l'établissement de notre foyer national dans ce petit pays est pour nous une question de vie ou de mort. Pour nos cousins arabes, la Palestine, après tout, n'est qu'un fragment d'un vaste empire. Pour nous, c'est le début et la fin de tout. Et tout cela, David Reinhardt, on le retrouve dans le numéro Le Figaro Histoire du mois de décembre-janvier 1948. Israël, naissance d'une nation à se procurer absolument. Merci beaucoup pour cette belle revue et on se retrouve très vite sur Radio J, David. À bientôt, au revoir. À bientôt, merci. Ça, c'est unique.